Akwaba o Saguenay o. Akwaba o Ikako. Akwaba o Saguenay o. Akwaba o Afrique. Oui, merci beaucoup pour votre présence. C'est pour nous un grand honneur, un grand privilège de vous accueillir et également d'avoir votre collaboration dans cette démarche commune que nous avons de vouloir construire une société d'inclusion, une société de participation, une société de partage, un patrimoine partagé, parce que ce que nous souhaitons tous, c'est que le Québec soit un patrimoine partagé. Alors, j'ai avec moi Madame Sylvie Bednaud, qui est directrice ou conseillère en emploi à CEMO, un organisme assez dynamique dans la région. Et également, j'ai aussi Monsieur Erin Coupé, qui est le président de l'Association des Africains du Saguenay. Alors, quand on parle d'Africains du Saguenay, souvent, en inscrivant d'ailleurs cet événement autour de l'histoire des Noirs, on pense que c'est tout simplement les Noirs qui sont concernés. Alors les Africains, comme je le dis souvent, il y a des Arabes qui sont africains, il y a également des Blancs qui sont africains. En Afrique du Sud, il y a des Blancs. Alors donc c'est un espace de regroupement de tous les Africains et également des Africains qui s'associent avec des amis. Il y a dans notre association, nous voulons avoir des amis, des collaborateurs qui sont d'ici, alors qu'ils ne sont pas africains. Alors pourquoi est-ce que nous célébrons le mois de l'histoire des Noirs? C'est un événement qui nous vient des États-Unis. C'est un Américain, un Noir américain, un professeur, un historien, qui en 1926 a eu cette idée généreuse de se dire, écoutez, quand on regarde le monde noir, quand on écoute nos enfants, quand on leur parle de leur sensibilité, quand on essaie de construire chez eux une fierté, il y a un problème. Ils ont l'impression qu'on ne leur parle que d'esclavage, qu'on ne leur parle que de ghetto, et qu'on leur parle rarement de ce que les Noirs ont pu faire pour l'avenir de l'humanité, de la manière dont les Noirs ont contribué à l'humanité. Alors vous entendez rarement dans les écoles, lorsqu'on parle de grands découvreurs, lorsqu'on parle de grandes découvertes scientifiques, vous entendez rarement parler des Noirs. Et pourtant, lorsque vous quittez votre maison, vous arrivez au travail, vous prenez l'ascenseur, c'est un Noir qui a inventé l'ascenseur. Lorsque vous sortez de chez vous, il y a un instrument qui est peut-être banal, mais qui nous aide quotidiennement, la boîte aux lettres, où tout le monde va tous les jours, qui malheureusement risque de disparaître, mais cette boîte aux lettres, c'est une invention d'un Noir. Vous prenez votre voiture, vous arrêtez à un stop, un signal rouge, il y a un découvreur, un inventeur noir dans cet objet-là. Alors, parlons d'autre chose. Le pacemaker, c'est un Noir qui l'a inventé. Quand on regarde le train, l'aiguillonnage, le système d'aiguillonnage, c'est un Noir qui l'a inventé. L'opération à corps ouvert, c'est un Noir. Alors, et je pourrais en citer, en citer, en citer. Alors, donc, il fallait amener ces jeunes qui sont identifiés à la non-connaissance, à la non-savoir, ou tout simplement à des jeunes qu'on dit, vous avez travaillé dans les plantations. Et même, travailler dans les plantations, c'est ça qui a construit les États-Unis. Alors, il fallait un moment où on parle à ces jeunes de ce qu'est le monde noir, de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils souhaiteraient faire pour l'avenir. Donc, construire une fierté chez ces jeunes-là. Alors, le Dr Woodson a eu cette idée merveilleuse en 1926 de se dire, écoutez, février a cette heureuse coïncidence d'être
le mois de naissance de Abraham Lincoln, un grand chef d'État, un abolitionniste, et également le mois de naissance de Frederick Douglass, un grand abolitionniste, un esclave noir libéré. Alors il s'est dit, voilà deux hommes qui ont travaillé pour une cause commune, une éthique commune, un geste humain. Alors l'un né le 12 février, l'autre né le 14 février. Je vais symboliser quelque chose, la fierté noire, mais également avec cet accompagnement d'un blanc et d'un noir autour d'une même cause commune, autour d'une même éthique. Et donc, quand on célèbre le mois de l'histoire des Noirs, quand on prend cette initiative ou ce parcours, cette vision qui est la nôtre, c'est de célébrer une rencontre, une inclusion, une démarche commune autour de causes communes. Et c'est ça, le mois de l'histoire des Noirs, dans sa fondation première. Et d'ailleurs, lorsque Nelson Mandela, lorsqu'il a pris le pouvoir en Afrique du Sud, il sortait des prisons, il avait été bafoué, il a subi toutes les injustices du monde. Lorsqu'il a pris le pouvoir, il a appelé Frédéric de Klerk à venir gouverner avec lui. Alors, c'est cette vision d'un patrimoine commun, c'est cette vision du dépassement pour être ensemble. C'est ça, la manière dont on conçoit, nous, la célébration de l'histoire du mois des Noirs. Alors, lorsqu'on parle de vision commune, il y a un élément, il y a un facteur qui est vraiment un facteur de distanciation, un facteur de disparité, et c'est le travail. Quand on est dans la région, on ne peut pas dire qu'il y a des conflits culturels. On peut même dire que nous échappons aux conflits religieux, nous échappons aux stigmatisations, nous essayons de construire ensemble un vivre ensemble, nous essayons de cohabiter et, il faut le dire, ça marche bien. Culturellement, ça marche bien. Et je disais, reprenant Denis Laferrière, je disais qu'il n'y a pas plus francophone que moi. Et je disais même que je suis plus francophone que vous, qui vous disiez en tout premier le francophone. Je suis né d'une famille, un père qui ne parlait pas français, une mère qui ne parlait pas français. Je suis allé à l'école. Et dans cette école, de quoi me parlait-on? On me parlait du français. Et j'apprenais le français. Toutes les matières scientifiques, je les apprenais sans avoir eu le parcours aux parents que vous aviez, parce que vous étiez né dans une famille française. Et donc, le français, c'est une conquête pour moi. C'est une conquête. C'est un défi de tous les jours. Et quand on parle de français, de francophonie, il y a des Noirs, des Africains qui ont été au cœur de cela. Il y a Amani Diori du Niger. Il y a Aimé Césaire. Il y a Léopold Sédar Senghor. Et donc, la francophonie, si elle a existé, ce n'est pas parce que les Français en voulaient, c'est parce que les Africains trouvaient que c'était un patrimoine à eux. Et ils l'ont dans le cœur, je l'ai dans le cœur, et je leur disais que, comme disait Laferrière, je suis plus francophone que vous, parce que j'ai conquis cela. Ce n'est pas quelque chose qui m'a été offert sur le plateau. Et donc, nous sommes ici pour vivre ici, nous sommes ici pour travailler ici, nous sommes ici pour bâtir quelque chose en commun avec vous. Nous réussissons beaucoup de choses, mais il y a des choses que nous ne réussissons pas. Et l'inclusion dans le milieu du travail est un problème crucial. Et j'ai l'impression, quand je regarde un peu ce qui se passe par rapport à l'immigration, qu'on ne réagit que devant le pathos, que devant les catastrophes. Regardez ce qui s'est passé un peu en Syrie. Il a fallu que les catastrophes deviennent innommables pour qu'on bouge. Regardez, tout dernièrement, je regardais la télévision, une émission très intéressante de Radio-Canada. Il y avait ce docteur en chimie, un Camerounais. Toutes les compétences, et dans un secteur de la chimie qui est extrêmement recherché ici. Il était là depuis longtemps, il travaillait dans
un entrepôt, il soulevait des matelas, et il a fallu cette émission de Radio-Canada pour que le lendemain, on l'appelle et lui trouve un boulot. C'est comme s'il fallait le pathos ou la pitié pour qu'on se dise, ils sont là, on doit faire quelque chose pour eux. Alors, c'est à quoi on vous convie? C'est surtout par rapport à l'emploi, vous les décideurs. Parce que l'immigration a besoin de la voix des décideurs, de l'institutionnel. Et c'est pour cela que nous sommes très fiers aujourd'hui d'avoir avec nous des gens de l'institutionnel, des décideurs. Nous avons une représentante de la ville, de la municipalité. Nous avons Mme Néron, qui est de l'opposition. Quand on lui a parlé, on lui a exposé les enjeux. Elle s'est dit que la ville a son mot à dire et la ville doit venir accompagner ce projet que vous avez d'être avec nous, d'être de nous, de travailler avec nous et de construire avec nous. J'ai rencontré également le député Lemieux et il m'a dit « Je ne peux pas être là avec vous, quelqu'un sera là avec vous et également je vais aller à ma TV faire une émission. » Il a fait une émission, une déclaration pour dire que je serai avec vous. Nous avons ici également M. Karim Ismaël du bureau de Mme Trudel. Également, c'était un accueil chaleureux, une ouverture. Et nous avons aussi M. Srin qui vient représenter Promotion Saguenay. Alors, et autour de cette table, il y a des décideurs, il y a la GRC qui est là pour nous parler de son programme d'inclusion. Il y a des entrepreneurs qui veulent avoir cette visibilité ou cette présence, cet apport de la diversité pour l'emploi. Il y a vous et je crois que nous pouvons faire ensemble quelque chose et je souhaite qu'on puisse échanger et nous dire ce qui va bien, nous dire aussi ce qui ne va pas bien. Parce que je dis que le milieu de l'emploi est un aspect qui peut favoriser les choses, mais le milieu de l'emploi est également parfois un frein à l'inclusion. Comme exemple, j'ai parlé tout à l'heure de ce monsieur avec tous les diplômes du monde qui ne trouvait pas du travail. J'ai parlé de ces exemples qui ont été documentés par la recherche, des CV, même CV, présentés auprès d'entrepreneurs, refusés parce que l'identification de la dénomination, c'était un noir, un arabe. Ensuite, acceptés parce que la dénomination était québécois de souche. Je parle également de ces cas tristes dans la région où des jeunes étudient ici et veulent un petit stage, tout simplement, pour démarrer leur vie avec une expérience, ils sont obligés d'aller ailleurs. Et je parle également d'un cas sur lequel je travaille, les jeunes adolescents qui sont nés ici. Leur culture, c'est ici. Leur histoire, c'est ici. Et quand vous les entendez parler, vous vous dites, mais ce sont des Québécois de souche si vous ne les voyez pas. Arrive leur parcours de vie, la fin du secondaire, le début du cégep, et ils se cherchent, comme tout bon jeune Québécois, une petite jobine le week-end, la fin de semaine. Tous leurs amis trouvent du boulot, eux, ils n'en trouvent pas. Voilà les questions qui sont des questions de vivre ensemble. Le vivre ensemble, ce n'est pas seulement sauter, danser, rire, prendre un verre. Le vivre ensemble, c'est travailler ensemble. Alors, je vous convie à ce qu'on nous penche sur cela et merci beaucoup. Alors, cet événement est possible aujourd'hui parce qu'on a eu la collaboration et l'appui d'un ensemble de partenaires. Et je voudrais ici m'obliger à relever quand même ces partenaires qui nous ont appuyés dans l'organisation de cet événement. Il faut dire que nous avons eu le soutien financier de Monsieur le député Denis Lemieux. Nous avons eu le soutien financier de Pro La Copie de Chicoutimi. Nous avons eu le soutien financier et le soutien technique de CGI qui est là aujourd'hui. Nous avons eu le soutien financier de l'Université du Québec à Chicoutimi, qui est également représentée par Marie-Lou.
Larouche, du service des étudiants internationaux. Cet événement est couvert, aussi bien que je ne vais pas citer tous ceux qui nous ont appuyés, mais nous avons quand même l'obligation de dire que sur la place médiatique, il y a MaTV qui appuie, n'est-ce pas, du point de vue de la diffusion médiatique de toutes nos activités. Ça a été déjà la conférence de presse, ça a été un plateau de télévision. Et aujourd'hui encore, ils sont là pour couvrir cet événement. Je crois que vous m'excuserez si je m'oblige quand même à citer tout particulièrement ce soutien exceptionnel de MaTV qui nous accompagne. Ceci étant dit, M. Jean-François Coulombe, pour de vrai cette fois, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci à M. Fall aussi qui vous a précédé. Donc, c'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier d'être si nombreux pour cette table ronde que j'aurai le plaisir d'animer. Et je ne crois pas que ce sera une si lourde tâche que cela. Je suis bien entouré de gens qui ont plein de choses à vous dire. Je vous explique en gros et rapidement comment ça va procéder. Donc, tous ceux et celles qui sont autour de moi vont prendre la parole pour environ 4 à 5 minutes chacun pour vous parler de leur organisme et qui s'inscrit donc dans le thème qui nous intéresse au cours de la prochaine heure ou deux. Et ensuite, la parole sera à vous. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, que ce soit d'ordre général ou des questions plus précises adressées à l'un ou l'une de nos panélistes, bien, vous pourrez les poser et les panélistes pourront répondre, même se relancer s'ils le veulent. Il y a un micro, je le répéterai lorsqu'on sera rendu là, mais il y a un micro qui est dans la salle, donc on vous demandera de vous avancer à ce moment-là. Et pour ce qui est des panélistes, vous avez un micro pour 2 personnes, donc vous devez aussi être discipliné. On vous demande de parler dans le micro, évidemment, quand vous vous adressez à la salle. Donc, je me présente brièvement. Jean-François Coulombe, j'anime l'émission Mise à jour donc, de MaTV, qui est diffusée au 609 sur MaTV. Et vous aurez le plaisir d'entendre France Guay, la superviseure de la programmation dans la région, un peu plus tard, justement pour parler du rôle de MaTV auprès des minorités visibles, parce qu'évidemment, c'est le sujet qui nous intéresse. Le thème qui a été retenu cette année, M. Fall le disait, c'est « Vivre ensemble ». Travailler ensemble, et je crois qu'on insiste beaucoup, comme il nous l'a expliqué, sur l'idée de travailler ensemble parce que c'est vrai, grâce aux institutions d'enseignement, entre autres comme l'UQAC ou comme les différents cégeps de la région, il y a de plus en plus d'immigrants, de minorités visibles, de Noirs qui viennent se former au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais malheureusement, il y en a peu, ou en tout cas pas assez, qui finalement restent par la suite dans la région, même si dans bien des cas, certains et certaines voudraient rester, mais là où le bas blesse, comme on l'a dit d'entrée de jeu, c'est la question de l'emploi. Vous me direz que la question de l'emploi, c'est facile pour personne en ce moment au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais je pense que c'est particulièrement criant pour les immigrants. Ce n'est pas vrai seulement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je pense que c'est vrai à l'échelle du Québec. Le taux de chômage est toujours plus élevé chez les immigrants que chez les personnes de souche, et j'utilise ce terme avec bien des guillemets, mais c'est particulièrement criant au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a tous, ou vous avez peut-être tous remarqué qu'il n'y a pas beaucoup d'emballeurs de couleurs dans les supermarchés de la région. On a l'impression bien souvent que ce ne sont pas des minorités visibles, mais que ce sont plutôt des minorités invisibles qui vivent auprès de nous. On voit beaucoup d'immigrants quand on va dans les corridors de l'UQAC. C'est beaucoup moins vrai dès qu'on en sort. Donc, pourquoi? À qui la faute? C'est un peu la question qu'on va se poser. C'est une responsabilité partagée, bien évidemment, mais on a invité, entre autres, outre des organismes publics, aussi des entrepreneurs, parce que les entrepreneurs sont à la fois la solution, mais aussi peut-être une partie du problème. Alors, vous entendrez à tour de rôle tous ceux et celles qui m'entourent, qui vont prononcer une courte allocution donc, sur le thème qui nous intéresse. Alors, je ne vous les présenterai pas tous parce qu'ils sont nombreux et ils vont savoir se présenter mieux que moi je le ferai. Alors, je vais leur céder la parole à tour de rôle, peut-être en commençant à mon extrême droite. Et cela dit, sans aucune opinion politique. Allez-y, c'est à vous la parole. Alors, bonjour, mon nom est Sylvie Penneau. Je suis conseillère en emploi auprès des personnes immigrantes à Sémour-Saguenay. Donc, nous, on a la mission d'accompagner les personnes immigrantes, en fait, dès qu'ils arrivent ici. On offre un service d'accueil, mais aussi un service d'aide à l'emploi. Donc, je vais surtout vous parler du service d'aide à l'emploi ce soir parce que c'est ce qui nous préoccupe.
Donc, les gens que nous recevons, ce sont des personnes qui sont des résidentes permanentes. La plupart des gens qui viennent vers nos services, ce sont des gens qui ont au moins un diplôme universitaire. Donc, parfois, ils en ont quelques-uns. C'est des gens qui sont très formés. C'est des gens qui arrivent avec un bon bagage professionnel également. Donc, moi, je constate les difficultés qu'ils éprouvent pour réussir à accéder au marché du travail au Saguenay. Entre autres, ce qu'on remarque, c'est qu'il peut y avoir certaines réticences quant au diplôme obtenu à l'étranger. Certains employeurs vont se demander si effectivement c'est l'équivalent un diplôme obtenu à l'étranger qu'un diplôme québécois. Donc, il y a tout plein en fait, le cheminement qu'on va proposer aux clients, ça va être de faire reconnaître cette formation-là ici. C'est un cheminement qui peut être très long. On a aussi constaté que, effectivement, bon, il peut y avoir des inquiétudes de la part des employeurs quant à la religion. Donc, il y a des questions qui vont nous être souvent posées. Est-ce que la dame que vous me présentez, est-ce que c'est quelqu'un qui porte un voile? Donc, on sent qu'il y a quand même une fermeture à ce niveau-là quand on a des clients qui sont musulmans, entre autres. Parmi les autres difficultés que la personne va avoir, bien, on va se demander si la personne, elle maîtrise bien la langue française. Et comme M. Fall mentionnait tout à l'heure, la plupart de nos clients, c'est des gens qui sont francophones, c'est des gens qui ont fait toutes leurs études en français. Donc, c'est des gens qui maîtrisent bien le français, même s'ils n'ont pas un nom québécois. Donc, c'est de rassurer aussi les entreprises de notre région quant à la connaissance du français de nos clients. Nos clients, ils parlent très, très bien français dans la plupart des cas. Donc, ils ont à apprendre le français québécois et ça nous prend des employeurs qui sont prêts à donner une première chance à ces gens-là qui ont en fait une petite adaptation à faire pour réussir à accéder au marché du travail, bien évidemment. Mais cette adaptation-là, elle est quand même petite et ce que ça prend, c'est un premier emploi pour réussir à aller chercher les petites compétences qui sont en fait essentielles pour travailler sur le marché du travail saguenayen. Donc, ça résume quand même ce que nous, on constate. Merci beaucoup. Merci. Je vais aller à l'extrême gauche cette fois-ci et vous céder la parole. Donc, vous demandez de vous présenter et puis de parler près du micro afin qu'on vous entende, s'il vous plaît. Alors, bonjour, mon nom est André Côté. Alors, je représente l'entreprise CGI. Alors, nous, CGI, je vous dirais, on embauche des minorités visibles pour simplement s'ouvrir sur le monde. On est quand même, ma collègue tout à l'heure va vous indiquer quelques statistiques dans le petit 4 minutes que l'on a. Pourquoi les minorités visibles? Parce qu'ils ont une vision différente des entreprises. Pour également intégrer d'autres façons de faire, d'autres cultures. Je vous dirais que lorsque je présente toujours cette anecdote-là, lorsque j'étais en terre ontarienne, je suis arrivée là-bas et puis j'ai été accueillie par différentes cultures. Alors, j'ai été habituée à justement côtoyer et puis ça faisait des divergences d'opinion. Différentes cultures nous apportent à justement changer nos processus, à les améliorer parfois. Alors, puis moi, qu'est-ce que j'ai vécu lorsque j'étais en terre ontarienne? C'est que je suis arrivée, j'avais plus de réseau social, de réseaux sociaux, je devais refaire toute une vie sociale. Et les employeurs, bien, nous, on est là pour bien harmoniser tout ça. Et je constatais que, justement, ça faisait du bien à nos gens, qu'on les intégrait, puis ça leur faisait du bien d'échanger avec différentes cultures. Les minorités visibles réussissent à rendre les équipes de CGI, je vous dirais, encore plus efficaces avec des idées et des façons de faire différentes de faire les choses. Nous, on est des membres à CGI qui développent une grande capacité d'adaptation en les coachant, en les appuyant. Et que ce soit nos Québécoises, nos Canadiens, nos minorités visibles, ils sont tous CGistes. Alors, pour nous, c'est bien important. Et ce que ça apporte aussi concrètement dans les équipes de travail, parfois, lorsque une minorité visible va intégrer une équipe, les personnes sont comme un petit peu choquées par leur façon de faire ou tout ça, parce que veut pas, on se dit accueillant, mais est-ce qu'on l'est vraiment? Je me pose la question. En tout cas, pour nous, moi, pour l'avoir vécu, même si j'étais en terre ontarienne, je me sentais une immigrante à travers les Ontariens. Alors, puis j'ai été bien intégrée, bien accueillie par ces gens-là. Et puis je trouvais justement que... Puis je m'étais dit, je vais faire la même chose dans mon entreprise saguenayenne. Et moi et ma collègue, on le fait grandement. Aussi, ce que j'ai remarqué de façon précise, c'est que ces gens-là, Québécoises, Québécois, Canadiens, ils ont un dévouement et une loyauté qui sont hors du commun.
D'ailleurs, Francis est quelqu'un qu'on avait justement embauché il y a plusieurs années et qui est encore avec nous. Alors, c'est pas vrai qu'ils partent tous quand ils sont heureux. Alors ils s'établissent ici et puis ça nous fait des membres extraordinaires parce qu'ils sont très dévoués envers leur organisation et l'employeur qui leur donne la chance de pouvoir progresser dans notre organisation. Je vous dirais également, j'ai beaucoup de choses à dire parce que c'est des sujets quand même sensibles. Je vous dirais que toutes les minorités visibles qui sont diplômées, ils suivent le même processus que nos candidats qui sont québécois-canadiens. À CGI, on accorde une grande importance à l'accueil et à l'intégration de nouveaux membres. On prévoit un processus d'accueil qui est structuré, qui vise aussi à assurer une intégration qui est très harmonieuse pour tous nos nouveaux membres, qui favorise justement rapidement leur rôle, leurs responsabilités, les méthodes de travail, ainsi à CGI. Francis pourra en témoigner s'il le désire. Et puis, pour justement intégrer une culture, une philosophie de gestion, puis des valeurs fondamentales. Quelles que soient nos valeurs, à quelque part, on a tous des valeurs qui nous sont inculquées et qu'on doit agir en transparence. Excusez-moi, je suis un petit peu nerveuse. Les micros m'énervent, c'est pour ça. J'aurais aimé mieux pas de micro, finalement. Nous avons également un système de parrainage qui permet d'orienter les nouvelles recrues sur les aspects techniques et opérationnels de leurs tâches. Alors, chaque personne qui arrive au cours de la première année sont accompagnées pas à pas, que ce soit un Québécois, un Canadien, une minorité visible. Pour nous, c'est toute la même chose. Aussi, je vous assure que moi, en tout cas, je suis une vendue de l'accueil des minorités visibles et notre entreprise, elle se trouve enrichie puisque ça confronte nos idées. Et puis, ça fait des échanges bien particuliers puis le fun chez nous. Alors moi, je vous dis, osez, puis vous allez voir que la formule d'harmonisation des différentes cultures de notre monde, bien, ça aide chaque organisation à grandir. Et puis là, Karine, j'aimerais ça que tu nous dises un peu quelques statistiques au niveau de CGI. On a des gens de statistiques quand même un petit peu. Alors, au niveau de Saguenay... Bien, on a fait un peut-être juste parler plus près du micro, s'il vous plaît. Ouais. Bien, on a fait un petit sondage. On a relevé les différentes personnes qui sont chez nous à titre d'immigrants. Juste pour vous dire, on est 517 membres au Saguenay. Et sur les 517, on a une trentaine d'immigrants. Donc, ça représente environ 6 % de notre population là, actuellement là, qui est dans notre milieu de travail. Donc, c'est certain qu'on encourage beaucoup l'embauche de ces ressources-là parce que souvent, ils sont qualifiés. Puis, dans le domaine de l'informatique, on vit un peu une pénurie de main-d'œuvre. Donc, juste par exemple, je fais le recrutement aussi pour l'unité d'affaires de Sherbrooke. Puis, là-bas, j'engage un Québécois pour 3-4 immigrants. Donc, c'est très, très... notre façon de faire est très ouverte à ce niveau-là. Merci. Et je peux en témoigner brièvement parce que j'ai animé pendant 4 ans une émission qui s'appelait La fin de semaine est à 7 heures où chaque semaine, on recevait un immigrant ou une immigrante installée au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et c'est vrai que CGI était un excellent bassin. On a reçu beaucoup d'invités qui travaillaient à CGI. Donc, c'est vrai que vous avez beaucoup de minorités visibles chez vous. Merci. Merci. Il y aura sûrement des questions qui vous seront adressées. Et tiens, puisqu'on est dans le sujet des minorités visibles et du mois de l'histoire des Noirs, bien, je vais céder la parole à celui qui se trouve juste à côté de vous parce que je pense qu'il a un parcours assez étonnant, on peut dire ça. Oui, assez atypique quand même. Je m'appelle Aurélien Kamdem. Je suis un Québécois de cœur, naturellement. Je le revendique là. Je suis Québécois et je ne le cache pas, mais d'origine camerounaise. Comme tout le monde, si vous êtes des Québécois, c'est juste l'ordre d'arrivée qui change. Il y en a qui sont arrivés 400 ans plus tôt que moi. C'est la seule chose qui change. En partant, il faut que les choses soient claires. Ben, je suis d'origine camerounaise, je suis au Saguenay depuis environ 7 ans, je pense. Et puis, je suis au Canada depuis 7 ans, mais au Saguenay depuis 6 ans. Le Saguenay, c'est une histoire d'amour parce que, après mes études à l'Université de Sherbrooke, le premier job que j'ai eu, c'était au Saguenay. C'est sûr et certain, un certain janvier, je crois 2011 ou 2010, quand j'arrivais sur le boulevard Harvey à Jonquière, en pleine tapette de neige, croyez-moi que mon seul souci, c'était de retourner à Sherbrooke le lendemain. Mais comme de bonheur ou de malheur, j'ai fini par rester. Je suis resté au Saguenay parce que j'ai réussi à tisser un réseau social, à me faire des amis et à m'intégrer.
J'ai eu mon premier job que j'ai perdu quelques temps après. C'était ma première révolte. Pour la simple raison que j'estimais que les qualifications que j'avais étaient largement suffisantes pour réaliser le travail qu'on me demandait de faire. Mais simplement, on m'a mis à la porte. Je ne me suis pas découragé. J'ai trouvé un deuxième emploi que j'aimais beaucoup d'ailleurs, qui m'a beaucoup édifié dans n'est-ce pas, mon désir d'être entrepreneur. Ce deuxième emploi, que je ne citerai pas ici, m'a beaucoup formé. Et entre-temps, j'ai eu l'occasion, dans le processus d'intégration, d'œuvrer dans un ancien organisme qu'on appelait la Corporation Intégration Saguenay, où j'ai eu l'occasion de rencontrer des immigrants, des entrepreneurs. Et il y avait toujours ce constat que vous avez manifesté tantôt, c'est-à-dire des immigrants qui n'arrivent pas à se trouver un emploi. Et je me suis toujours posé cette question, mais pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas d'emploi? Pourquoi est-ce qu'on est confronté toujours à cette problématique? J'en suis venu à une conclusion qui semble être personnelle. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que nous arrivons ici, on a ce réflexe, hein, on vient toujours porter des CV. C'est quasi systématique. Et que se passe-t-il de l'autre bord? C'est la question que je me suis posée. Ça se passe comment quand on est employeur? Alors, de fil en aiguille, je me suis renseigné, j'ai côtoyé ceux qui ont l'opportunité de créer leur propre business. Et puis, il m'est venu une idée, avec certains amis, de décoller ce qu'on appelle une compagnie que moi j'ai dénommée Service Expert Saguenay, qui œuvre dans le domaine du déneigement. Tiens, un Africain dans le déneigement. C'est bizarre, hein? Mais à mon sens, en tant qu'entrepreneur, ça ne veut rien dire, en ce sens que l'entreprise est là pour combler un besoin. Peu importe d'où le besoin se situe là, du moment qu'il est comblé, ça peut être le déneigement, ça peut être dans le domaine de l'informatique, ça peut être dans le domaine de la restauration, ça peut être dans n'importe quel domaine, ce sont les mêmes défis. Et ça, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Et c'est ainsi que depuis 2 ans, j'ai eu cette chance, je dirais, n'est-ce pas, de pouvoir gérer cette compagnie qui me donne l'occasion, justement, de pratiquer, travailler et le vivre ensemble. Pour la simple raison que dans mon personnel, nous sommes environ 12. Dans les 12, je n'ai que 3 immigrants, y compris moi. Donc imaginez, je suis vraiment là-dedans. Et puis, je trouve que c'est une expérience vraiment assez enrichissante et j'exhorte, n'est-ce pas, tous les immigrants à essayer de faire comme moi, de se placer de l'autre côté. Ce sera l'un des moyens de résoudre l'éternel problème qui consiste à se poser la question de savoir pourquoi nous autres, nous ne pouvons pas obtenir des emplois. Parce qu'on n'est pas de l'autre côté, de l'autre côté, on ne prend pas de décision. Là, je suis dans une situation où je peux prendre des décisions et je peux mieux comprendre le processus, je peux mieux comprendre le pourquoi on n'a pas la possibilité des fois d'avoir de l'emploi. Il y a des raisons, et que ce soit de la part des immigrants, que ce soit de la part des employeurs, des employeurs. C'est bizarre, hein? Je suis employeur immigrant en même temps. Il faut faire la part des choses. Donc, je tenais, n'est-ce pas, à participer à ce débat pour apporter mon grain de sel par rapport, n'est-ce pas, à cette problématique qui à mon sens, est un gros problème en réalité. Ouais. Votre grain de sel ou votre flocon de neige dans votre cas. Ouais. Ouais. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vais me tourner vers ma droite, présenter quelqu'un dont la présence pourrait peut-être étonner à prime abord, mais qui aura des choses très intéressantes à nous dire aussi, Sergent Caroline Côté de la GRC. Alors, bonjour tout le monde. Je vais juste parler dans le micro, s'il vous plaît. Oui. Bonjour tout le monde. Alors, je me présente, Caroline Côté. Je suis un membre de la GRC. Je travaille au bureau de Québec. Mais on m'a invité ce soir en compagnie de mon confrère de Chicoutimi. Alors, je suis ici pour vous parler un petit peu du recrutement de la GRC. On est en pleine période de recrutement. Je veux vous dire qu'on a donné avant cette table ronde ou une présentation de 2 heures avec une classe qui était très participante. J'ai appris énormément face à la communauté ici à Chicoutimi, que je ne croyais pas qu'on avait tant de monde que ça. Je peux vous confirmer qu'on a eu la présence la plus haute au niveau des personnes de recrutement pour Chicoutimi. Habituellement, on a 1 ou 2 personnes qui se présentent au bureau de Chicoutimi pour venir à un petit peu la séance d'information. Eh bien, cet après-midi, en fin de journée, on en avait 20. Alors, c'est très impressionnant, puis je vous remercie beaucoup.
On a partagé beaucoup d'informations avec le monde. Comme j'ai dit précédemment, la GRC est en pleine période de recrutement. La GRC a évolué beaucoup. Les minorités sont devenues des éléments essentiels pour notre organisation. Comme vous savez, tout ce qui se passe au niveau international maintenant, on se doit de s'ajuster, puisque la GRC fait très bien aussi. Alors, les portes sont grandes ouvertes pour toutes les minorités. On a expliqué à tous ces gens-là exactement les procédures, qu'est-ce que ça prend pour bien suivre le cheminement puis venir se joindre à nous autres. On les accueille à bras ouverts, on en a besoin. Je peux vous dire que juste au niveau des questions de langue, on a du monde qui ont participé après-midi, qu'on serait très intéressé d'avoir, qui travaillerait avec nous autres. C'est des éléments qu'on n'a pas vraiment au Canada, la diversité au niveau des langues. Par contre, au niveau des minorités, ils sont gagnants dans ça. Alors, on les attend à bras ouverts. On veut les accueillir. Puis, je voudrais aussi parler d'une petite expérience au niveau de minorité personnelle. Je comprends que quand on est une petite communauté, on n'est pas toujours les bienvenus. Je vous parle, j'ai 24 ans dans la GRC. J'ai joint, on m'a mis dans un détachement où j'étais la première femme qui arrivait là. J'ai dû faire mon chemin. C'est certain qu'avec un caractère, on réussit quand même à passer au travers de tout ça. Alors, je peux comprendre que certains de vous autres aient des inquiétudes face aux emplois. Mais mon conseil, c'est lâchez pas. Puis, si la GRC vous intéresse, comme j'expliquais auparavant, on vous attend. Puis, on va répondre à plusieurs de vos besoins. Fait que merci beaucoup. Merci. Merci de votre participation. Je vais la parole à monsieur juste à côté de vous, qui représente le Cégep de Chicoutimi, parce que les institutions d'enseignement sont quand même assez importantes, comme on le disait, pour l'arrivée d'immigrants dans la région. Alors, allez-y, à vous la parole. Oui, merci. Alors, merci pour l'invitation aussi. Alors, mon nom est Régis Pelletier, je suis directeur des études par intérim au Cégep de Chicoutimi. Et je me positionne ici un peu comme employeur, mais beaucoup plus comme formateur auprès des minorités visibles, parce que notre rôle actuellement, depuis quelques années, c'est vraiment d'aller chercher des étudiants, puis d'amener des étudiants dans nos institutions qui le veulent. Et il y a des démarches de fait au niveau international, justement, pour permettre à ces personnes-là de venir étudier dans notre institution ou à l'UQAC. Je pense que Marie-Lou va en parler tout à l'heure, sûrement. Alors, je commencerai par une petite anecdote, moi aussi, pour ne pas relancer Mme Côté, mais en fait, moi, mon premier contact avec, je dirais, quelqu'un noir, parce que j'étais à Chicoutimi depuis ma tendre enfance jusqu'à temps que j'aille à l'université, ça a été à l'Université Laval, où j'ai fait partie de l'équipe de handball, et mon coach était sénégalais. Et ça a été une personne qui a été marquante dans ma propre histoire à moi et m'a permis d'aller au Sénégal, jouer au handball et de découvrir une autre culture et tout ça. Alors, aujourd'hui, ce qu'on veut faire avec nos étudiants québécois et les étudiants qui viennent, c'est justement ce mariage-là. On parle d'internationalisation dans les cégeps, alors on est vraiment là-dedans. Alors, c'est d'amener justement ce multiculturalisme-là dans l'éducation de nos jeunes pour toute la richesse que ça peut apporter. Alors, évidemment, on a mis des structures en place. Je dirais qu'on est encore bébé quand même dans ça, là. Nos structures sont jeunes. Ça fait 5-6 ans à peu près qu'on voyage un peu partout en Europe et en Afrique, ailleurs aussi, mais surtout à ces places-là pour faire du recrutement international. Et on a des structures qui permettent d'aller justement faire du recrutement par notre service de communication, de permettre à ces étudiants-là de s'intégrer dans notre milieu avec le service aux étudiants. Et ils travaillent très fort pour que ces jeunes-là arrivent ici, s'intègrent le plus rapidement possible. Et je vous dirais, probablement que le parallèle peut se passer en entreprise aussi. Quand ils arrivent au cégep, c'est la première fois qu'ils mettent le pied en sol québécois, canadien. Ils ont tout à apprendre sur comment vivre dans un pays où il y a un hiver. Certains en tirent profit puis fondent des entreprises.
Tant mieux. Alors, j'ai bien compris, c'était du déneigement. Hein? Oui. Oui. Hein? Alors le service aux étudiants, le rôle, c'est vraiment d'accompagner ces jeunes-là pour qu'ils s'intègrent. Et je vous dirais qu'après une session, et au maximum 2, ils s'intègrent parfaitement à la vie collégiale. Et là, je vais me positionner un peu comme employeur. Et ça devient, à l'interne, au cégep, des employés pour plein de services au collège. Alors que ce soit à la bibliothèque, à la cafétéria, dans toutes les fêtes qu'on fait au collège, les personnes internationales qui viennent de l'international sont omniprésentes et amènent aussi leur culture à l'intérieur de ces fêtes-là. Très souvent, comme on a eu monsieur au début avec je ne me rappelle pas de son nom d'artiste, monsieur Tam Tam. Alors, amène cette dimension-là aussi dans notre vie collégiale qui n'était pas présente il y a 7-8 ans, là. Alors, puis, une autre anecdote par rapport à la vie collégiale, il y a eu la finale locale de Cégep en spectacle il y a 3 semaines environ. Et parmi les 3 lauréats, il y avait 2 personnes de l'île de la Réunion. Mm-hmm. Alors, ça montre à quel point ils sont intégrés et impliqués à l'intérieur de la vie collégiale. Comme employeur aussi, je peux mentionner, je pensais à ça tout à l'heure en entendant monsieur, on a eu un professeur qui venait du Bénin, qui a pris sa retraite il y a 2 ou 3 ans. Et le message qu'il a livré lors de la soirée des retraités n'était pas pour dire « moi, mes projets sont ci, etc. » C'était une espèce de gros merci au cégep de Chicoutimi comme employeur, à son département dans lequel il enseignait, pour l'accueil qu'il avait eu. Et alors, je pense que comme employeur, on a tout à gagner lorsque on a ces chances-là d'avoir des personnes compétentes, de pouvoir les intégrer dans notre bassin. Et ça apporte beaucoup. Les étudiants, là, on en a à peu près 125, des étudiants internationaux. Et je vous dis, c'est une tendance qui va être à la hausse parce qu'on a tout intérêt à le faire pour nos jeunes et pour ces jeunes-là qui viennent ici. Par rapport à l'emploi, je compléterai un peu avec ça. On parlait qu'on a de la difficulté, M. Coulombe disait en entrée de jeu qu'on avait de la difficulté à les garder ici. Je dirais que la variable numéro 1 n'est pas nécessairement le manque d'emploi. C'est pas ça que les jeunes nous disent quand ils partent. C'est que souvent, ils ont de la famille dans les grands centres et vont retrouver leur famille dans les grands centres et là, trouvent de l'emploi. Les taux de placement de ces étudiants-là et les taux de réussite, je devrais le dire aussi, sont aussi bons, sinon meilleurs que les étudiants québécois de souche, là. Alors, donc, pour nous, les analyses qu'on a faites des départs des étudiants vers l'extérieur de la région, vers Québec, Montréal, la plupart du temps, c'est souvent pour retrouver de la famille et se placer dans ces endroits-là. Alors, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais céder la parole justement à Marie-Lou, qui représente une autre institution d'enseignement, c'est-à-dire l'Université du Québec à Chicoutimi, où il y a beaucoup aussi d'étudiants étrangers plutôt. Oui, bien, en fait, je porte un peu le même chapeau que mon collègue à ma droite. Alors, bien, merci également de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous faire le portrait de ce que nous, on fait sur le plan international à l'Université du Québec à Chicoutimi. D'abord, on a 3 principaux volets. Le premier, c'est le recrutement des étudiants internationaux. Le second, c'est les programmes transfrontaliers, donc c'est les programmes de l'UQAC qui sont enseignés à l'étranger. Puis enfin, le troisième volet, c'est de promouvoir la mobilité sortante. Donc ça, c'est d'aider nos jeunes Québécois à aller séjourner à l'étranger pendant leurs études universitaires. Je pense qu'aujourd'hui, je vais plutôt me pencher sur le premier volet, qui est le recrutement des étudiants internationaux, parce que c'est ce qui nous intéresse principalement. Donc, nous, on fait beaucoup de recrutement au Bureau de l'International. Je vous dirais que depuis quelques années, que ce soit des représentants de mon secteur ou des enseignants, il y a beaucoup de déplacements qui se font à l'étranger pour aller présenter l'UQAC, présenter les atouts de notre université, puis inciter également ces jeunes-là à choisir l'UQAC comme destination. Les stratégies fonctionnent très bien parce qu'on a quand même une belle augmentation en moyenne de 15 % annuellement de nouveaux étudiants internationaux. Hein? Et en date d'aujourd'hui, on a près de 900 étudiants internationaux sur le campus. Donc, sur 7000 étudiants au total,
ça veut dire que notre pourcentage est assez élevé. On parle de près de 13 de notre clientèle totale qui vient de l'étranger. Au niveau des nationalités, je vous dirais qu'on a quand même plusieurs pays représentés. On a à peu près 40 nationalités représentées sur le campus de l'UQAC. Puis, avoir des étudiants étrangers, ça apporte beaucoup de belles choses sur le campus. Premièrement, ça apporte une richesse culturelle. Ça crée également une ouverture sur les autres cultures. Puis, ça permet également de favoriser l'internationalisation du campus. À l'UQAC, on a également mis une structure d'accueil et d'intégration pour permettre à nos étudiants étrangers d'arriver adéquatement, de bien pouvoir les orienter, mais également, quand ces gens-là arrivent sur place, comme vous l'avez mentionné, les étudiants vivent des chocs culturels, les étudiants, pour certains, c'est la première fois qu'ils quittent la maison. Certains arrivent au trimestre d'hiver, donc sont partis du Sénégal à 45 degrés, puis arrivent ici à moins 40. Donc, il y a quand même un choc thermique aussi qui peut se vivre. Donc, ça, c'est mes collègues des services aux étudiants qui ont mis en place là, une foule d'ateliers qui vont permettre à nos étudiants de bien s'intégrer puis de bien réussir là, leur projet d'études. Donc, je vous dirais qu'au niveau du recrutement, on va continuer à en faire. Notre mandat, c'est également d'avoir un pourcentage encore plus élevé d'étudiants internationaux. Tant et aussi longtemps qu'on est capable d'accueillir et de bien intégrer ces jeunes-là, on va continuer. Et pour ce qui est de l'emploi, moi, cette partie-là, je la côtoie pas vraiment parce que je suis plus au niveau du recrutement. Toutefois, je peux mentionner qu'il y a des programmes qui ont été mis en place pour que nos étudiants étrangers qui obtiennent un diplôme nord-américain puissent avoir des permis de travail. Hein? C'est des permis de travail qui sont demandés auprès du gouvernement fédéral, qui fait en sorte qu'il y a quand même un vouloir pour garder ces jeunes-là sur le territoire canadien. Maintenant, la balle est dans le camp de nos employeurs. Alors voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vais me tourner vers ma gauche. Monsieur, à vous la parole. Merci. Je me présente. Mon nom est Charles Lambert. Je travaille pour l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, donc un ministère fédéral. Je suis directeur du bureau d'affaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est basé à Alma. Donc, merci pour l'invitation à participer à cette table ronde très relevée. Bon, j'aimerais mentionner d'emblée que le gouvernement du Canada, tous les ministères ont des politiques de recrutement, d'embauche, qui visent la représentativité de la population canadienne dans chacun des ministères. Donc, lorsqu'on fait un processus d'embauche, on a des politiques pour favoriser l'embauche de minorités visibles, d'Autochtones. Donc, ça se reflète au sein de notre ministère. On retrouve, entre autres, dans notre département informatique, plusieurs minorités visibles, dont des Noirs, qui nous donnent un soutien technique. Donc, c'est le genre de ressources qui est très couru. On a la chance au gouvernement du Canada d'offrir des conditions de travail intéressantes, donc on est en mesure d'attirer des candidats intéressants. Donc, c'est sûr, lors de l'embauche ou du processus de recrutement, il faut que la personne qui passe les entrevues rencontre les critères d'emploi. Mais ceci étant dit, on considère aussi les facteurs de représentativité de la population canadienne lorsqu'on arrive à faire la sélection finale. D'ailleurs, vous avez remarqué que le nouveau cabinet du gouvernement canadien a une très grande représentativité au niveau des femmes, naturellement, avec 50 des ministres, mais aussi au niveau des minorités visibles. Notre ministre, M. Bain, est d'origine indienne et son secrétaire parlementaire, c'est un Noir, M. Fergus, qui le représente dans les annonces officielles, lors de conférences de presse. Donc, on est déjà bien représenté au sommet de notre ministère. Ce qu'on fait, nous, à l'Agence de développement économique Canada, on aide les entrepreneurs qui ont des projets d'expansion, de commercialisation, mais aussi des entreprises en démarrage.
Et un des organismes qu'on supporte pour aider le démarrage d'entreprise, c'est le Centre d'entrepreneuriat et d'essaimage de l'Université du Québec à Chicoutimi. Et j'aimerais mentionner que je suis très impressionné d'avoir un Camerounais qui fait du déneigement. Donc, on voit que les Noirs n'ont pas froid aux yeux, même s'ils viennent s'installer au Canada. Et une chose qu'on a observée la semaine dernière, se tenait l'événement Savoir à faire à l'Université du Québec du Québec à Chicoutimi. Et parmi les entrepreneurs qui participaient à cet événement-là, qui venaient présenter leur plan d'affaires, puis recevoir des conseils des différents intervenants économiques, 80 de ces entrepreneurs-là venaient d'ethnie, puis je dirais 50 c'était des Noirs. Donc, Aurélien, qui est à ma gauche, est un bon exemple de l'esprit d'entrepreneuriat et ça s'est confirmé avec cet événement Savoir à faire. Donc, moi, je vois une belle opportunité puis beaucoup d'espoir pour l'entrepreneuriat dans la région lorsque on voit que les Noirs sont prêts à se mettre de l'avant, prendre des risques, puis travailler à démarrer des entreprises. Ça fait que je pense que c'est un élément intéressant parce que c'est une des faiblesses de la région, de l'entrepreneuriat, puis ça s'explique. On a des grands donneurs d'ordre comme Rio Tinto, puis Produits forestiers résolus qui offrent des très bons salaires, donc on est peut-être moins porté à être entrepreneur. Et le fait que les immigrants viennent combler ce vide-là, je pense que c'est très significatif pour l'avenir économique de la région. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous cède la parole à Mme Néron, qui représente la ville de Saguenay. Donc, je vais parler plutôt à titre d'élu. Pour moi, une ville, ce qui est important, c'est que ce soit vraiment un joueur majeur pour mettre la table, pour faciliter justement l'intégration des immigrants. On a, à titre d'élu, un rôle fondamental, simplement juste au niveau du message que l'on porte auprès de notre population. Également, je vous dirais, au niveau des messages qu'on envoie au niveau de la fonction publique, et de la fonction municipale et également des organismes qui gravitent autour de la ville. On sait qu'à Saguenay, on a une particularité, on a un organisme qui s'appelle Promotion Saguenay, on a d'ailleurs un nouvel arrivant dans la... C'est bien parce que, si je peux, j'ai rencontré Séreille au cours de l'automne. On s'était rencontrés justement pour que, moi, à titre de nouvel élu, comprendre mieux la problématique de l'immigration, de l'insertion des immigrants ici au Saguenay. Il m'avait soulevé plusieurs problématiques, à savoir justement qu'au niveau des structures, ce n'était pas évident pour eux d'avoir du financement pour pouvoir offrir des programmes, pour pouvoir soutenir ces gens-là. Comme ville, on a un rôle d'aller chercher cet argent-là auprès des différentes instances gouvernementales pour pouvoir le ramener ici en région et permettre à ces organisations de pouvoir, par le CEMO, de pouvoir offrir du support aux gens qui arrivent. Quand on parle d'emploi, tantôt vous parliez de programmes pour les minorités. Je peux vous dire que moi, quand je suis sortie de l'université en 1983, j'ai eu un emploi au gouvernement canadien par un programme pour les minorités, mais ça visait les femmes aussi. Alors, je peux vous dire que j'ai déjà fait partie d'une certaine minorité. Donc, je sais ce que c'est que d'arriver puis de pouvoir profiter d'une aide particulière pour pouvoir accéder à son rêve, pour pouvoir éventuellement gagner sa vie. C'est ce genre de programme-là qui est vraiment intéressant. Et je trouve que même au niveau d'une ville, même au niveau de Promotion Saguenay, on devrait pouvoir avoir une ouverture, une particularité, permettre d'avoir accès à des emplois pour des gens qui représentent des minorités. Parce que veut pas, qu'on le veuille ou pas, quand à l'intérieur d'une structure, on a des gens comme Séreille, c'est des gens qui sont sensibles, qui ont des visions, qui ont des solutions que peut-être nous, on n'a pas, parce que nous, on vient d'ici. Un match, un maillage je vous dirais, d'une minorité et de gens de la place, ça ne peut être que gagnant. Parce qu'on a des gens qui connaissent le milieu et on a des gens qui vivent ou qui ont vécu tout ce que ça veut dire que d'avoir, d'accéder, de commencer dans la vie dans un nouveau milieu. Pour moi, c'est sûr que comme élu, on a un rôle essentiel par rapport à la sensibilisation, je vous dirais, l'ouverture
sur le monde extérieur, porter des messages au niveau de sa population, comment je pourrais vous dire, d'amener les gens. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez une organisation, il y a des gens qui ont pris le temps d'organiser des choses pour que, justement, les gens puissent se rencontrer. Eh bien, de provoquer ces événements-là, de faire en sorte que ça se répète plus et plus et plus, non seulement pour le côté accueil, également au niveau de l'emploi. Donc, je vous remercie de m'avoir invité. Merci. Merci d'avoir pris part à notre table ronde. Il y aura peut-être des questions qui vous seront adressées un peu plus tard. Ça va. Je vais céder la parole à celle qui se trouve à ma gauche. Qui est, oui, j'ai bien hâte de le découvrir. Alors, bonjour tout le monde. Martine Boivin, je suis coordonnatrice de l'organisme Porte ouverte sur le lac, un organisme d'accueil et d'accompagnement pour les personnes immigrantes au lac Saint-Jean. Alors, merci pour l'invitation. Donc, on est un peu comme ces mots, je vous dirais, mais on couvre vraiment le territoire du lac Saint-Jean avec des services d'accueil, d'accompagnement en employabilité aussi, des services de formation. Mais je ne veux pas prendre mon temps pour parler de Porte ouverte. J'ai plutôt envie de parler de l'emploi puis de nos yeux sur le terrain. En fait, venir vous partager ce que nous, on voit comme intervenants sur le terrain au niveau de la place qu'occupent les personnes immigrantes et la place qu'on leur laisse sur le terrain pour l'employabilité. Donc, il y a un proverbe africain qui dit que ça prend tout un village pour élever un enfant. Moi, je vous dirais que ça prend toute une communauté pour permettre l'établissement durable des personnes immigrantes ici. Puis leur principale préoccupation, c'est de se trouver un emploi, oui, mais un emploi à la hauteur de leurs compétences. Parce que c'est pas seulement de venir ici, de travailler, prendre des emplois que les gens veulent pas. C'est aussi, faut savoir qu'on sélectionne les personnes immigrantes au Québec. 70 % c'est des personnes qu'on sélectionne pour leur qualification, pour leurs compétences, pour leur expérience de travail. Donc, quand elles arrivent ici, elles veulent avoir un emploi qui corresponde à ce qu'elles sont capables de faire. Donc, c'est un grand travail, puis je voudrais qu'il y ait des défis à ce niveau-là, parce que souvent, l'image qu'on a des personnes immigrantes n'est pas toujours celle-là. Donc, les grands défis, il y a les organismes en immigration, les organismes en employabilité. Tous les organismes qui travaillent, en fait, sur le territoire, doivent apprendre à se concerter, à travailler ensemble. Donc, de travailler, oui, en employabilité, mais il y a plusieurs facteurs qui interviennent aussi. Donc, d'apprendre à travailler ensemble, à se faire confiance et à travailler sur plusieurs niveaux en même temps, sur plusieurs sphères en même temps. Également, le renforcement des connaissances. Parce qu'une personne immigrante qui arrive ici, qui veut se trouver un emploi à la hauteur de ses compétences, va aller voir plusieurs intervenants dans le milieu. Si les intervenants ont tous un discours différent, bien, ça fait que la personne immigrante peut perdre des fois 6 mois, 1 an avant d'arriver là où elle voudrait arriver au niveau de son emploi. Donc, c'est important de travailler ensemble puis de bien outiller les organismes qui travaillent. Et je ne parle pas que des organismes en immigration, je parle de différents organismes là, qui travaillent auprès des personnes immigrantes. Également, ces organismes-là, nous, on travaille beaucoup sur le territoire avec différents organismes là, au Lac-Saint-Jean, et les gens sont contents quand on va les voir. Souvent, on pense que les organisations, ce qu'elles nous disent souvent, c'est qu'elles se sentent un peu délaissées. Elles ne vont pas savoir qu'elles ont un rôle à jouer dans cet accueil-là ou dans la place qu'on peut faire aux personnes immigrantes. Donc, c'est important de laisser une place puis que les organismes soient participatifs dans cet accueil-là également. L'autre défi, c'est bien sûr les employeurs. Nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que souvent, pour les employeurs, c'est important d'avoir une première expérience, que la personne qui vient, elle a une expérience de travail québécoise. C'est souvent ce qu'on va demander. Comme tantôt Sylvie disait, ils vont être des fois un peu réticents au niveau des diplômes. Ils ne comprennent pas trop c'est quoi, parce que les diplômes ne sont pas pareils. Des fois, le curriculum vitae n'est pas fait de la même façon non plus. C'est difficile d'évaluer c'est quoi le comparatif. Comment faire pour savoir est-ce que c'est vraiment ce que nous, on recherche. Donc, le filtre culturel aussi lors des entrevues, lors de la sélection des CV, on a une façon de fonctionner. On va choisir des curriculums vitae en fonction de ce qu'on connaît. En entrevue, comme employeur, on a un filtre culturel. On cherche des caractéristiques précises. On veut quelqu'un qui a de l'initiative, qui parle bien, qui serre la main fort, qui regarde dans les yeux. Mais peut-être qu'à trop chercher ça, on est en train de passer à côté de quelqu'un qui pourrait beaucoup apporter dans l'entreprise. Donc, les employeurs ont aussi à apprendre dans ça. Souvent, les personnes immigrantes aussi, elles n'ont pas de référence. Si elles cherchent un premier emploi, c'est difficile de donner. Elles peuvent bien donner leurs références dans leur pays, mais on ne va pas appeler là-bas nécessairement. Donc, c'est important encore là que les organismes puissent s'impliquer pour être en mesure de donner ces références-là aux gens. Les organismes en immigration, de donner une lettre de référence. Quand on fait leur suivi, on apprend à les connaître. On est avec eux beaucoup. Donc, d'écrire une lettre qui dit qu'on les connaît, ces gens-là, donc d'essayer d'ouvrir des portes pour les personnes. Et également, il y a une grande méconnaissance. On parle de programmes tantôt, de subventions.
Mais les gens ne les connaissent pas, les programmes. C'est beau en avoir, mais si les entreprises ne savent pas qu'elles ont accès à des programmes et que les personnes immigrantes ne savent pas qu'elles ont accès à des programmes de subvention, ça ne sert à rien. Donc, il y a tout un travail. Quand moi, je parle de concertation, c'est ça que je veux dire. Il faut que les gens autour des tables, les gens qui travaillent, soient au courant de ce à quoi les personnes migrantes ont droit pour favoriser leur intégration. Les pistes de solutions. Donc, la sensibilisation auprès des entreprises, c'est essentiel. La formation. D'offrir des sessions d'information aux employeurs pour, même ça peut aller jusque dans le recrutement, comment on choisit les CV, c'est quoi un fil culturel, comment on fonctionne, comment apaiser certaines craintes, comment être une référence aussi, parce que l'employeur, c'est normal qu'il se pose des questions. Donc, ça prend des gens qui sont capables de répondre à leurs questions rapidement quand elles ont besoin. Des stages, jumelage, c'en est une première expérience de travail, un stage. Donc, de permettre cette facilité-là dans les entreprises, d'offrir un stage. J'ai des personnes immigrantes aussi qui me disaient, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, bien, essayez-nous au moins pour 3 mois, puis vous verrez, après, vous pourrez faire votre idée par la suite. Donc, de permettre ça dans les entreprises. La collaboration entre les organismes, ça, c'est clair. Moi, je crois que c'est l'une des premières pistes de solution. Promouvoir l'entrepreneuriat. C'est une piste de solution, mais encore là, il faut que les personnes immigrantes, on leur donne accès à tous les services auxquels elles ont droit. Parce qu'il y a différents organismes qui œuvrent en entrepreneuriat, mais souvent, pour s'y retrouver, c'est très complexe. Donc, d'asseoir, nous, on a fait un atelier dernièrement, CEMO également le fait, où on a assis dans une même salle différents partenaires qui travaillent en entrepreneuriat sur le territoire pour que la personne immigrante comprenne, OK, il faut que j'aille là, puis il y a tel service aussi. Donc, c'est pas tout. De dire, il y a des organismes, mais il faut que tout le monde travaille ensemble. Puis la stabilité, bien sûr, des organismes en immigration, ils sont essentiels là, sur le territoire. Donc, d'offrir cette stabilité-là, qu'elle soit financière, stabilité au niveau des équipes de travail également, parce que on est un peu la référence pour ensuite pouvoir travailler avec les organismes. Et en fait, j'avais écrit aussi une possible étude, parce qu'il faut aller les questionner, les employeurs. Il faut en tenir compte de leurs inquiétudes. Donc, peut-être de penser ultérieurement, il y a des gens de l'UQAC ici, à faire une étude qualitative sur les raisons, les réticences des employeurs, puis comment on peut vraiment les aider à mieux à embaucher davantage. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Il nous en reste 2. Vous, la parole. Alors, bonjour. Je vais me rapprocher. Alors, bonjour, mon nom est Josée Poirier. Je suis la directrice du centre éducatif Pépita qui est situé à Jonquière. On offre des cours de langue ainsi que des cours de danse, de zumba et d'activités physiques. Alors, après 25 ans d'enseignement, j'ai décidé de partir cette entreprise-là pour me consacrer à ces 2 passions-là qui sont la danse et l'enseignement. Et puis, on m'a invitée ici me disant que c'était intéressant. J'employais plusieurs personnes immigrantes. Et puis après, quelques jours après, on m'a dit, tu vas venir à la table ronde. Je suis OK. Elle est rectangulaire en passant. Alors, oui, donc j'emploie des personnes immigrantes principalement parce que ce sont les gens qui... j'aime côtoyer ces gens-là, évidemment. Et j'ai un petit bagage aussi. J'aurais quelques anecdotes à raconter aussi, mais je vais laisser faire. Je les raconterai en privé. Et puis, donc, c'est ça, j'engage des personnes immigrantes pour donner les cours de langue. Alors, j'ai de belles expériences d'embauche. Aucune mauvaise jusqu'à maintenant. C'est ma 3e année. Et puis, j'ai eu le plaisir de commencer avec un jeune homme de Colombie, alors qui a fait partie j'ai appris tout à l'heure, d'une grande quantité de Colombiens qui se sont établis en région. Et lui en est un de ceux qui sont restés. J'en suis très heureuse parce que c'est avec lui que j'ai commencé à offrir les cours d'espagnol. Et puis maintenant, alors j'ai des gens de Colombie, de Cuba, du Mexique, de République dominicaine, des Allemands également. Et puis le portugais bientôt. J'ai également des gens qui attendent pour offrir des cours d'arabe et des cours de mandarin. J'ai même une personne aussi d'Oklahoma qui est ici, qui est établie ici. Alors, c'est à ce titre-là que je suis ici pour parler de mon expérience d'embauche. Présentement, je suis à la recherche d'instructeurs physiques et d'instructeurs de danse, de Zumba en particulier, qui ne sont pas des Québécois, pas vraiment des Nord-Américains non plus, parce qu'on sait que les meilleurs en danse ne sont pas en nord de l'Amérique. Et puis Francis en est un d'ailleurs qui peut en être la preuve. Alors, et Serré aussi. Hein? Alors, voilà, je suis à la recherche d'instructeurs de danse et d'instructeurs physiques masculins.
parce que ça l'attire la gente féminine. Plus jeune, parce que moi, présentement, oui, c'est assez précis. Et moi, ma clientèle, présentement, c'est une clientèle de 40 et plus. Alors, j'aimerais non seulement côtoyer ces gens-là, mais également diversifier la clientèle. Ensuite de ça, je ne sais pas, quoi d'autre à dire? Bien, ma passion pour les langues et mon intérêt à côtoyer des personnes immigrantes, c'est le fait que, bon, je le dis souvent, les langues, c'est le pouvoir de demain. Et ici, on a certainement quelques personnes qui parlent plusieurs langues. Alors, c'est important qu'on enseigne les langues et qu'on enseigne plusieurs langues au plus grand nombre de personnes. Alors, voilà, je pense que je vais terminer là-dessus. Pour les anecdotes, je pourrais vous voir en privé. J'en ai des croustillants. Merci. On aimerait bien les entendre. Merci beaucoup. France, à toi l'honneur de terminer ce premier segment. Bonjour tout le monde. Mon nom est France Gay, je suis superviseure à la programmation et à la production de MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vais faire une petite description très brève. Ensuite, je vais rentrer dans le vif du sujet de ce qu'est MaTV. MaTV, c'est une télévision communautaire au sens de la réglementation du CRTC. Donc, c'est une chaîne vraiment régionale. MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean dessert les abonnés de Vidéotron parce que c'est la chaîne qui est retransmise par la câble-distribution de Vidéotron, donc elle est exclusive aux abonnés de Vidéotron, mais c'est un potentiel de téléspectateurs de 100 000 au Saguenay, de 25 000 au Lac-Saint-Jean. C'est une télévision communautaire. Ailleurs dans le monde, il y en a qui appellent ça des télévisions participatives. J'aime bien le mot. C'est une télé communautaire comme celle-là. Le CRTC demande que 60 % du contenu de la semaine soit vraiment local. Donc, dans une semaine, il y a 168 heures. Et donc, c'est 108 heures par semaine de diffusion, de production qui sont issues de projets régionaux. Cette année, on diffuse ces 30 ou 31 séries télé produites dans la région. Et il y a quelques années de ça, et vraiment, la mission d'une télévision communautaire, c'est aussi de donner la voix aux citoyens et de donner la voix à la diversité culturelle et la diversité des voix citoyennes, que ce soit les jeunes, les plus âgés, les femmes, les hommes, et la diversité culturelle, bien sûr. Mais pour qu'il y ait des projets comme ceux-là, il faut que ça soit issu de la communauté. Donc, la communauté doit s'engager dans sa télévision communautaire. Alors, moi, je travaille beaucoup à susciter les intérêts. Et il y a quelques années de ça, je pense que ça fait 3 ou 4 ans, il y a une dame qui est venue me rencontrer, Soukaina, qui est ici, Soukaina Sarr, qui m'a dit « Écoute, j'aimerais présenter un projet. » Et puis, on a cheminé comme ça, on s'est rencontrés plusieurs fois. Puis ça a été extraordinaire parce qu'elle n'avait pas nécessairement d'expérience en production télé, mais elle avait vraiment le goût de faire connaître la communauté d'immigrants, le rôle aussi que jouent les immigrants dans la région, l'apport qu'ils ont à la région. Puis moi, je trouvais l'idée absolument extraordinaire. Alors, j'ai fonctionné comme je fais dans tous les projets. On travaille en partenariat. Alors, moi, j'ai l'équipe technique, il y a à peu près la moitié de l'équipe qui est ici d'ailleurs ce soir. Puis, on travaille avec le partenaire à développer le projet. Et à un moment donné, je me demandais qui allait animer l'émission. On n'avait pas parlé encore de ça. Puis, j'ai dit, écoute, Soukaina, tu pourrais être animatrice. Puis elle a dit « Ah, moi, je pourrais être animatrice. » J'ai dit « Oui, je te verrais bien. Tu es articulée, tu es intelligente. » C'est qu'elle s'est prêtée au jeu, puis j'ai vraiment trouvé courageuse. On a fait 2 séries. C'est Patrick qui est ici, qui a été le réalisateur, des bleuets de toutes les couleurs, qui ont permis justement de rencontrer, je pense qu'on est allé rencontrer Porte Ouverte sur le lac. On est, en tout cas, de faire rencontrer, de connaître plusieurs organismes qui œuvrent dans le milieu. Puis c'est le rôle de MaTV. On est content quand la communication... la télévision, c'est encore dans beaucoup de foyers, bien, c'est sûr que ça aide à faire connaître les ressources, à faire ouvrir les esprits, à faire connaître les différences. C'est que c'est notre rôle. Et Soukaina, l'année passée, est venue me voir, elle a dit « On va poursuivre les émissions, mais j'aimerais évoluer, mais j'aimerais relever un autre défi. » Puis, je suis tout à fait d'accord. Alors, on a décidé de créer un nouveau concept d'émission, après des bleuets de toutes les couleurs, de faire ailleurs vu d'ici. Et nos esprits se sont rejoints, parce que moi, je le voyais un peu aussi, mais je la laissais venir. Puis on a décidé de faire une émission en studio avec des reportages qui parlaient vraiment d'enjeux internationaux.
le fait qu'il y a des enjeux internationaux qui se jouent, qui se déroulent et et les gens d'ici, ben moi je suis originaire d'ici, je viens d'Alma, puis j'ai toujours remarqué qu'on a l'impression d'être loin de la réalité internationale, alors que moi, en tout cas, j'ai voyagé un peu quand j'étais jeune, j'ai une fille qui s'en va au Bénin bientôt, j'ai une filleule noire, j'ai un frère qui est marié avec une belle Justine d'origine haïtienne, alors j'ai des neveux noirs, et puis il n'y a pas de différence, puis j'aime faire tomber les tabous puis les barrières, puis je trouvais ça toujours difficile que les gens, en tout cas, puis je suis d'origine aussi journalistique, et c'est mon intérêt, je m'intéresse à ce qui se passe dans le monde, et des fois, c'est difficile de parler avec quelqu'un d'actualité internationale et que la personne va penser que oui, ça a vraiment un impact ici, ça nous touche, qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et c'était justement l'objectif de l'émission Asukaina, de faire comprendre aux gens les enjeux internationaux, mais vraiment l'impact qu'ils ont ici, ça touche tout le monde. Alors, depuis septembre, qu'on a le bonheur de travailler encore avec Asukaina sur ce projet d'émission. Et puis, la porte est toujours ouverte. D'ailleurs, il y a quelques emplois à MaTV. On est une équipe de 6. Alors, c'est sûr qu'on travaille beaucoup avec la communauté, avec 108 heures de programmation régionale. Vous comprenez, on travaille vraiment en collaboration avec la communauté, mais on offre vraiment, notre porte est grande ouverte. Et particulièrement cet hiver, on a fait l'annonce dernièrement d'un programme d'ateliers de formation gratuit à la production télé. Alors, on est censé commencer une première cohorte, d'ailleurs, avec un groupe autochtone. On est très ouvert, évidemment, aussi à faire rayonner la réalité des Autochtones. Et s'il y a un groupe qui voulait se former, on serait très ouvert à donner aussi notre série d'ateliers de formation qui sont tout prêts, tout chauds, en chronique, animation, caméra, son, régisseur, et pour faire susciter peut-être des passions, des carrières en communication. On serait content que peut-être on voit aussi devant la caméra plus de diversité culturelle. C'est toujours enrichissant. Et on a aussi toujours la possibilité de venir en stage à MaTV, de voir comment ça se passe d'un stage d'observation. Nos portes sont très ouvertes à la communauté et à toute la diversité. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous et à toutes pour cette allocution. Donc, la parole est à vous maintenant. Il y a un micro, comme je le disais, d'entrée de jeu. Donc, si vous avez une question, un commentaire, ça peut être une question générale, ça peut être une question dirigée à un ou une panéliste en particulier. Donc, n'hésitez pas à le faire. Le micro est là. Vous n'avez qu'à vous déplacer et à venir participer à votre tour à ces échanges qui, j'en doute pas, ont suscité votre intérêt, votre curiosité. Alors, qui va briser la glace? C'est toujours le moment crucial. Habituellement, quand la glace est brisée, le reste suit. Oui, allez-y. Bonjour, mon nom est Gina Larouche. Je suis directrice des ressources humaines chez Charles-Paul Saguenay, Charles-Paul Portneuf. Je suis aussi la mère de 3 enfants noirs, fait que la minorité visible dans ma famille, c'est moi. On a procédé chez Charles-Paul à l'embauche de plus de 26 employés tunisiens en 2011. On s'est déplacé en Afrique, on a procédé à l'embauche parce que chez Charles-Paul, on fait des pièces mécano-soudées. Fait que 90 % de nos emplois, c'est des emplois de soudeurs. Présentement, c'est ça, en 2011, on a embauché 26 employés tunisiens. On en a embauché une dizaine à Portneuf. Présentement, il nous reste 8 soudeurs. Tout à l'heure, d'entrée de jeu, M. Fall parlait de l'emploi. Et la problématique présentement, c'est pas nécessairement que les employeurs ne veulent pas embaucher d'immigrants, c'est que l'emploi est extrêmement difficile. Je crois que toutes nos familles tunisiennes qui avaient débuté ici en 2011 auraient préféré rester en région, avaient commencé à bien s'acclimater. La problématique, c'est qu'on avait la problématique aussi avec les femmes. Lorsqu'on engageait des femmes dans les milieux uniquement d'hommes, ils étaient embauchés, elles étaient les premières à être mises à pied dû au fait qu'on est syndiqués. Bien, les minorités, c'est la même chose. Fait que quand on a des mises à pied à faire, ce sont les derniers embauchés qui sont mis à pied, fait qu'on doit les mettre à pied. Fait que pour la plupart, je crois qu'ils seraient restés en région. La problématique, c'est vraiment une problématique d'emploi. Puis, tant que la situation économique, j'en profite parce qu'il y a plusieurs élus ici, tant que la problématique au niveau de l'emploi ne sera pas résolue, je pense qu'au niveau des entreprises, ça va être un petit peu difficile au niveau de l'emploi.
Vous disiez 26 employés tunisiens. Combien restent-ils chez vous? 2011. Présentement, il nous en reste 8 sur la liste d'ancienneté, dont un qui travaille. À Port-Neuf, on avait embauché 10 employés tunisiens. Il nous en reste 8. Parce qu'ils sont partis par eux-mêmes pour d'autres emplois, parce qu'il n'y a pas eu de période de mise à pied dans le secteur de Port-Neuf. Fait qu'ils sont toujours là. C'est vraiment une problématique d'emploi. Je parle de mon secteur à moi. Je ne sais pas ce qui est des autres entreprises, mais chez nous, c'est strictement... Et pourquoi, excusez-moi, pourquoi des Tunisiens parlent français? Oui. Beaucoup de soudeurs. On a analysé beaucoup d'endroits où est-ce qu'on pourrait embaucher. La Tunisie avait été justement à cause de la langue, à cause d'un bassin de population puis de soudeurs extrêmement important là-bas. Donc, vous êtes allé les chercher là-bas, oui, carrément. parce qu'il y a eu une grande problématique au niveau des soudeurs ici en région dans les années... il y a toujours eu une problématique, mais depuis l'an dernier et cette année, je pense que c'est plus difficile, mais ça devrait repartir. Merci. Merci pour votre témoignage. Oui, question ou commentaire? Avancez. Merci. Moi, c'est Lucien du Cameroun. Je vais commencer par répondre à la dame tantôt. Excusez, c'est plus bas pour moi. Je dirais qu'il y a encore de l'emploi ici, mais je crois qu'on n'arrive pas à s'insérer dans ce milieu. Parce qu'on arrive dans le milieu, vous allez sur Emploi Québec, vous cherchez un emploi, l'emploi figure, vous postulez, mais on ne vous répond jamais. Et chez nous, on dit, à défaut de monter le cheval, on peut monter l'âne. Vous venez, vous avez un diplôme pour un emploi spécifique, mais vous ne l'avez pas. Vous dites, OK, l'emploi en entretien ménager, je peux me battre le temps de trouver un autre emploi. Même en entretien ménager, on ne vous recrute pas. Or, là, vous avez les offres d'emploi en entretien ménager qui pullulent sur Emploi Québec. Vous le trouvez le 1er janvier 2014. Vous revenez trouver la même annonce le 1er janvier 2015 et ça se répète, mais vous envoyez le CV par le lien qui a été indiqué sur l'emploi. On ne vous appelle pas. Vous allez porter le CV, ça ne marche pas. Vous faxez le CV, ça ne marche pas. Vous acculez l'employeur. L'employeur ne vous appelle pas pour vous demander au moins pourquoi, comment est-ce que vous pensez que vous pouvez m'aider. Mais non, mais si la glace ne se brise pas à ce niveau, comment vous pensez que nous autres, on va s'insérer? Madame disait tout à l'heure qu'elle allait en Tunisie parce que la Tunisie a le bassin qui a peut-être un bon français. Moi, je viens du Cameroun, on est un pays francophone, on est un pays anglophone, on a des langues locales, nous sommes plurilinguistiques. Mais venez au Cameroun, vous ne serez pas déçus, vous aurez des hommes qui parlent bien, vous aurez des hommes qui travaillent bien, vous aurez des hommes qui sont aussi forts que moi. Vous ne serez pas déçus, madame. Merci. Moi, mon expérience, ça va aller dans les deux sens. J'ai été employé et employeur en tant qu'immigrant. J'ai fait mes études ici à Trois-Rivières, donc un diplôme universitaire. Après mes études, aussitôt après, j'ai eu un emploi comme comptable pendant 2 ans. Après ça, j'ai été recruté par Revenu Canada. Donc, j'ai un côté employé, mais de l'autre côté, j'ai aussi compris ce que Aurélien a compris, c'est qu'il ne faut pas continuer à être employé. Il faut aller dans l'autre direction, dans l'autre sens. Il faut essayer d'être créatif, de créer des emplois, d'embaucher des Québécois, ce qui m'a poussé à un jour ouvrir un restaurant ici, dans le Carré Davis, que peut-être des gens ont connu, Délices d'Afrique, qui fonctionnait, qui marchait bien, mais le problème arrive parce que c'est le financement. Quand arrive au moment de financer les entrepreneurs, il y a une madame qui l'a dit ici, je pense c'est vous, il y a beaucoup de structures. On est vraiment perdu. On nous demande beaucoup de documentation, beaucoup de preuves, on donne tout, on court derrière depuis plus de 6 mois et on n'a aucun résultat. Donc ça, c'est un problème que les immigrants, peut-être aussi les Québécois, vivent au jour le jour. On a l'esprit entrepreneurial, mais on n'a pas beaucoup de soutien du côté financier, mais du côté aussi administratif. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui, maintenant, va t'aider à incorporer une entreprise, et c'est important. Quelqu'un qui va t'aider à faire les démarches pour les TPS-TVQ. Donc, tous ces deux côtés, administratifs et financiers, je pense que les immigrants aussi, ils n'ont pas ça.
Et je pense que c'est très intéressant de créer de l'emploi, d'être entrepreneur et puis de sortir de côté employé. On peut passer par là après les études. On est employé, on apprend, mettons, à savoir le Saguenay, le Québec, mais aussitôt après, il faut briser la glace, il faut créer des entreprises, mais encore une fois, il faut aussi du soutien qui va nous permettre de réaliser ce rêve. Donc jusqu'à là, je n'ai pas baissé les bras. J'ai créé une autre entreprise qui est une société de covoiturage, qui est comme Amigo Express, mais une autre, qui va innover, qui va améliorer des choses que Amigo n'a pas, que nous, on a apporté pour créer une diversité, pour créer quelque chose d'innovatrice. Donc tout ça dans le but de contribuer dans ce Québec immigrant qui est capable de créer, qui est capable d'innover, mais qui est capable de contribuer dans le développement économique de la région. Je vous remercie. Puis on le dit souvent quand on parle de développement économique dans cette région, c'est quelque chose qui va nous sortir de notre, je vous dirais, de notre nœud gordien. On est toujours pris avec comment je pourrais dire, la grande entreprise. C'est notre problème, c'est d'être toujours en train de penser, on a un unique client ou maximum 2 clients. Le jour où on va pouvoir dire, nous, comme peuple de la région, qu'on se diversifie, et vous serez probablement un exemple pour nous, c'est ça. C'est de regarder quelqu'un à côté qui n'en a pas d'emploi et qui, on se dit, il a créé son emploi, il vit. Il est capable de vivre de ça, puis en plus, il crée de l'embauche, il crée de l'emploi. Et il offre un service qu'un autre n'offrait pas jusqu'à présent. Mais c'est ça la richesse qu'on a à gagner tous ensemble. Quand je disais qu'une ville avait le rôle de provoquer des moments où les gens se rencontrent, où les gens apprennent les uns des autres, mais c'est ce genre de rencontre-là que je voulais signifier. Je vous remercie. Merci. Mais sur la difficulté que monsieur évoquait de justement de créer son entreprise, sur la structurite et tout ça, oui? Merci de me rappeler. Ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, on doit donner des moyens comme à des organismes comme CEMO. C'est pour une personne qui arrive comme ça, qui ne connaît pas les différents, vous disiez, bon, il y a 36 000 organisations, 36 000 choses à faire, de se référer à quelqu'un qui va tout simplement lui dire, bien, pour la TPS TVQ, tu vas là. Pour l'assurance chômage, tu vas là. Pour l'aide à des subventions, l'aide à des prêts, on a les CLD. On a des organismes qui peuvent te subventionner. Et on explique aux gens. C'est comme ça que ça fonctionne. Et chacun fait son devoir et chacun avance là-dedans. Aurélien, est-ce que vous avez rencontré le même genre de difficultés évoquées par... Effectivement. Tantôt, je discutais avec Martha par rapport justement à cette problématique qui consiste à créer une compagnie. Je veux lever un tout petit bémol en ce qui concerne la création d'entreprise. Vous savez, c'est un domaine qui demande tellement. Tout le monde peut être entrepreneur. Malheureusement, tout le monde ne deviendra pas entrepreneur. Cela demande, dans un premier temps, franchement, ce qu'on appelle une certaine endurance. En vérité, c'est un parcours de combattant. Je suis content d'avoir monsieur à côté de moi qui traite, n'est-ce pas, de différents organismes, je pense, pour financer les entreprises. Mais je peux vous dire une chose, que vous soyez, entre guillemets, Québécois de souche, parce que je suis un Québécois, je le réclame, je le dis là. Que vous soyez un Québécois de souche ou un immigrant, les difficultés sont les mêmes. Tout entrepreneur, lorsque vient le moment, n'est-ce pas, de demander du financement, je peux vous dire, en ce qui me concerne personnellement, je m'en suis carrément passé. Pour la simple raison qu'entre le moment où vous portez votre dossier pour demander un financement et les opportunités d'affaires qui se présentent devant vous, vous savez, un homme d'affaires, c'est ménage, ça résonne même quand il ne dort pas vraiment. Et lorsqu'il est face à une opportunité, il faut attendre 6 mois que le gouvernement puisse réagir. Et ça, dans le monde des affaires, croyez-moi, ça ne fonctionne pas. C'est pas pour critiquer, mais je pense qu'il y a trop d'organismes, finalement, on ne sait pas qui fait quoi, on est mêlé dans tout ça. Et l'entrepreneur qui n'est pas assez averti, finalement, il se perd dans ces organismes. Je connais des entrepreneurs, justement, qui ont fermé boutique à cause, justement, de cette lenteur administrative qui consiste à attendre du financement ou alors attendre qu'un organisme puisse se décider par rapport à X ou Y. Juste pour dire qu'en tant qu'immigrant,
le défi est le même, qu'on soit québécois ou personnes immigrantes, nous sommes confrontés aux mêmes difficultés. Et en même temps, je voudrais lever aussi cet autre bémol. Ce n'est pas parce qu'on est immigrant qu'on devrait profiter des mesures spéciales. Moi, je dis une chose, qu'on donne la chance à part égale aux immigrants. C'est-à-dire le fait d'accorder, n'est-ce pas, une mesure spéciale, à mon sens, c'est comme si on reconnaissait déjà d'emblée qu'on a placé des limites à l'accès de ces immigrants, que ce soit à l'entrepreneuriat, que ce soit aux emplois. Les immigrants demandent une seule chose, qu'on leur donne la possibilité d'exercer ce pourquoi ils ont été retenus. On le disait tantôt, 70% des immigrants qui sont retenus sont retenus sur la base de leur qualification, leur diplôme. C'est des gens qui ont des expériences de plusieurs années. C'est des gens qui viennent avec un bagage. Qu'on leur donne la possibilité de montrer ce dont ils sont capables. Point. Je reconnais une chose, depuis que je suis de l'autre côté, qu'en tant qu'employeur, nous, les immigrants, de changer sa façon de penser pour s'adapter à son milieu. Et de l'autre côté, les Québécois qui reçoivent ces immigrants, s'ils ne font pas cet effort de faire leur petit bout de chemin, à un moment donné, le match ne se fera pas. Donc, ce n'est pas un effort d'un seul côté, c'est un effort de deux côtés. Et c'est extraordinaire ce que vous pouvez, n'est-ce pas, recueillir, que ce soit de la part des Québécois, que ce soit de la part des immigrants. Je le vis là. Moi, ma compagnie, nous sommes 12 personnes, j'emploie 3 immigrants, le reste, c'est des Québécois. Et des fois, ils ont de la misère à comprendre certaines choses, mais on finit toujours par s'entendre. Mais l'avantage, c'est qu'à la place de me faire à la porte, là, on est obligé de discuter. Là, au moins, je concède cela. Là. Parce que quand ça ne va pas, on se place à la table. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on finit toujours par s'entendre. Conclusion, il y a un chemin à faire des deux bords, que ce soit de la part des immigrants, que ce soit de la part des Québécois de souche. Merci, voilà, Aurélien. J'aimerais peut-être entendre Monsieur de Développement économique Canada, puisqu'on a parlé quand même de lourdeur de programme et tout ça. Ensuite, je te donne la parole à Sylvie Ducémot. Oui. Bien, malheureusement, je suis obligé de donner raison. C'est vrai que nos programmes sont lourds. Une des raisons, c'est qu'on administre des fonds publics, donc on a des règles et des politiques assez sévères à suivre, ce qui alourdit nos processus. C'est pour ça qu'on supporte des organismes qui sont plus agiles que nous. Là, j'ai mentionné tantôt le Centre d'entrepreneurship et d'essaimage de l'UQAC, qui vise justement à coacher des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs qui veulent éventuellement démarrer leur entreprise. Il y a aussi le mandat des centres locaux de développement. Dans le cas de la région ici, Saguenay, ça a été repris par Promotion Saguenay. Et on finance, Développement économique Canada, les sociétés d'aide au développement des collectivités. Donc, il y en a 5 au Saguenay et Lac-Saint-Jean. Donc, ces organismes-là sont répartis un petit peu partout au Saguenay et Lac-Saint-Jean et ont des mécanismes beaucoup plus légers, beaucoup plus souples pour recevoir des projets, accompagner les entrepreneurs et financer leurs projets. Donc, nous, on s'adresse peut-être à des projets qui ont déjà une envergure, une certaine envergure. Le minimum de coût de nos projets, c'est 50 000 50 000 de contribution. Donc, on parle de projets de 100 000 Ce n'est pas de la subvention dans notre cas, c'est des contributions remboursables. Mais bon, contrairement aux banques, on ne prend pas de garantie, puis on est très patient. Donc, on offre un moratoire, puis 0 % d'intérêt, c'est un avantage. Mais je dirais que les portes d'entrée, c'est vraiment des organismes comme Promotion Saguenay ou les SADC, les Sociétés d'aide au développement des collectivités, surtout pour des petites entreprises en démarrage. Merci. Je trouve que c'est vraiment porteur d'espoir, premièrement. Deuxièmement, c'est que nous, en tant qu'organisme qui aidons les personnes immigrantes, on a constaté ce même problème-là, ce trou de service, on va dire. Et on s'est dit que ça pourrait être intéressant, justement, d'avoir une ressource qui serait là pour orienter nos personnes immigrantes qui veulent se lancer en affaires. Là où on a eu un problème, bien, ça a été au niveau du financement. Malheureusement, on sait que c'est plus difficile à ce niveau-là. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui sommes sur le terrain, on est conscient de toutes ces difficultés-là, puis qu'on veut bien mettre en place les services qui pourraient faciliter, en fait, l'insertion des gens qui sont sur notre territoire. Donc, bonjour tout le monde. Je voulais juste apporter une petite contribution par rapport au débat d'aujourd'hui. Et à mon niveau, moi, je crois qu'aujourd'hui, le vivre ensemble,
ça doit être une réalité, et c'est une réalité. Mais moi, je vais au-delà de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en quelque sorte, il doit y avoir un partenariat entre la communauté québécoise et la minorité qui est visible ici. Pourquoi je dis ça? J'ai eu à participer au savoir-faire qui a été déroulé récemment ici à Hôtel Chicoutimi. Et pour ceux qui étaient là, vous allez voir l'impact ou bien le rôle de cette minorité-là. Sur 8 équipes, je peux dire que 90% c'était des immigrants. Et on a eu à travailler sur des projets, sur des secteurs. Le matin, on doit travailler sur l'agro-boréal. Et avant 17h, vous devez mettre en place un projet. C'est juste pour vous dire que ça doit être un partenariat, ou bien ça va être un partenariat gagnant-gagnant. Nous allons en tirer de l'expérience. Vous aussi, vous allez bénéficier de notre expertise. Autre chose. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est globalisé, okay, où il y a une économie du savoir, okay, qui se déplace, et il y a une géoéconomie également qui se déplace. Et moi, je vois cette minorité-là comme un tampon entre le Québec, le Canada et le reste du monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait la grandeur des nations. Il faut que le partenariat, ou bien il faut savoir développer de nouveaux marchés. Okay? Et aujourd'hui, cette minorité qui est là, il y a toutes les compétences. Il y a toutes les compétences. Mais c'est vrai que quand vous venez 1 mois, 2 mois après, vous avez tendance à un peu décourager parce que l'image que vous avez avant de venir et l'image que vous retrouvez ici, c'est une... Il y a un gap. Et je parle de mon cas. Aujourd'hui, en venant ici, moi, je me disais que, bon, OK, je vais aller avoir de l'expérience, avoir un diplôme de plus pour ma formation, et ensuite, maintenant, essayer de voir comment je peux créer un tampon entre là où je viens et là où je suis aujourd'hui. Parce que ça, c'était ça mon objectif. Mais, sincèrement, quand vous venez, après quelques mois d'échange avec les autres, après quelques mois de recherche au niveau de la ville ou bien du pays pour avoir peut-être une activité, là, vous êtes un peu découragé. Mais c'est juste pour vous, et je vais conclure sur ça. Faites-nous confiance. Il y a toutes les compétences parmi nous. Et nous, ce que nous demandons, c'est juste gagner de vous et vous gagner de nous. C'est aussi simple que ça. Merci. Merci. Tout simplement pour rappeler qu'effectivement, et je le dis toujours, la région bénéficie de la crème de l'immigration. Quand on regarde le profil des immigrants qui sont ici, dans tous les domaines et dans les secteurs recherchés par la région, vous avez des expertises. Ce sont des docteurs en informatique, des docteurs en génie, des docteurs ou des maîtrisards ou des bacheliers en administration, ce sont des docteurs dans les sciences humaines. Alors c'est une force de frappe, c'est une force de proposition, c'est une force d'expertise que la région a, mais jusqu'à présent, la région n'a pas su en bénéficier. Alors, est-ce que les immigrants eux-mêmes n'ont pas su se coaliser pour proposer quelque chose à la région? Et je crois que c'est dans cette dynamique qu'il faut aller. Et tout à l'heure, sûrement, le président de l'association va vous parler des projets que l'association a. Par exemple, un cercle des professionnels africains qui va regrouper toutes ces compétences et voir comment s'articuler à des entreprises comme CGI, CGRTech ou d'autres entreprises pour voir comment l'avenir de la région est dans l'exportation. C'est dans l'ouverture du monde. C'est les entreprises qui s'exportent. Parce que le développement en haut de 5%, c'est plus en Occident, c'est dans les pays émergents. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont été formés ici, à Chicoutimi, qui aujourd'hui sont des ministres, occupent des postes de responsabilité et qui nous demandent qu'est-ce qu'on peut faire avec vous. Alors, il y a cette compétence qui est là et il faut travailler ensemble. Et je crois que le rôle des décideurs, vous avez un rôle d'impulsion et un rôle de sensibilisation.
Et quand je regarde, par exemple, à la table, bon, il y a Porte Ouverte, fait un travail merveilleux, CEMO fait un travail merveilleux, mais j'ai l'impression que, s'agissant de l'immigration, les immigrants n'ont pas encore la parole. Ils ont une parole déléguée. On les écoute quand d'autres parlent pour eux. C'est ça le grand problème. Je remercie et je félicite Porte Ouverte, excellent travail, CEMO, excellent travail, mais quand ce sont des immigrants qui lancent des initiatives comme ça, corporation, ça s'est mal terminé. Alors, les structures qui sont dirigées par des immigrants, pour parler d'immigration, pour lancer des projets, il faut que d'autres, qui sont des Québécois de souche, qui souvent ne connaissent pas grand-chose à l'immigration, il faut que ce soit eux qui parlent pour eux. Alors, l'offre d'immigration qu'on propose aujourd'hui, ce sont des immigrants, des expertises qui vont venir parler pour eux et dialoguer avec eux, et non pas qu'il y ait seulement des projets qui viennent de Promotion Saguenay ou de la Chambre de commerce pour leur dire voilà ce qui va se faire. Alors, il est temps de partir de la base, d'écouter les immigrants, d'écouter leurs projets, leurs expertises, leurs aspirations et de travailler avec eux à bâtir quelque chose. Parce que la démarche actuelle qui se prépare, c'est une démarche, voilà, la ville est en train de travailler. On a des consultants. Alors, ils vont venir, alors que ces consultants ont très, très, très peu de connaissances sur l'immigration. Voilà, merci. En fait, moi, je suis d'accord qu'il faut travailler ensemble. Puis je réponds parce que je me sens interpellée en étant coordonnatrice de Porte Ouverte sur le lac. Par contre, moi, je dirais on parle de travailler ensemble. On dit que le projet, pour que ça fonctionne, c'est la communauté et les personnes immigrantes. Je pense que dans les organismes, ça doit être ça également. Donc, juste vous dire que nous, on y croit. Puis notre nouveau président, d'ailleurs, de Porte Ouverte sur le lac, c'est une personne immigrante qui a travaillé pour Porte Ouverte, qui est Adolbo Mistassini. Et notre vice-président, c'est également une personne immigrante, Samaïla, qui était ici tantôt, mais je ne sais pas où il est parti. Ah, il est là toujours. Donc, je suis d'accord qu'il faut écouter davantage, il faut les intégrer davantage dans nos structures et de travailler avec eux. Donc, ce n'est pas seulement eux puis nous, mais c'est de travailler ensemble puis d'avoir, en fait, la représentation de la communauté, incluant les personnes immigrantes. Donc, voilà. Saguenay a une politique en matière d'immigration, mais une des choses qui a été relevée à travers mes consultations à l'automne dernier, c'est que oui, il y a une politique, mais il n'y a pas vraiment de plan d'action. Je crois que avec la venue de ces mots à Promotion Saguenay, je crois qu'on a quand même... C'est vrai, excuse-moi. On a quand même... déjà, on voit qu'il y a peut-être une ouverture qui se crée de ce côté-là. Tant mieux. Tant mieux. Mais j'espère, je te le demande, que cette politique-là se concrétise en plan d'action. Et dans un de ces plans d'action, une de ces actions-là, c'est de s'assurer qu'à quelque part, comme intervenant, on s'assoit avec des regroupements pour pouvoir justement aller prendre le pouls, le besoin et porter les bonnes actions pour chaque dollar investi. Merci. Moi, c'est M. Sanogo Idrissa, je viens du Mali. Ma question, c'est à l'endroit de M. Aurélien. Je voulais savoir, est-ce que les projets que vous accompagnez, est-ce que c'est uniquement pour un besoin au niveau local ou bien est-ce que vous avez un programme qui accompagne les migrants qui ont peut-être des idées de projets qui dépassent les frontières d'ici et qui peut peut-être être l'occasion de faire encore un pont entre ici et là-bas en termes de création de richesse? Je le dis pourquoi? Parce que moi, je fais un doctorat en management de projets ici, mais dans mon pays, je suis conseiller technique dans un ministère, le ministère de l'Investissement. Donc, à chaque fois que je viens ici, je ne suis pas resté ici définitivement, mais j'ai gardé le pied depuis 2007. Je me pose toujours la question, parce qu'à chaque fois que je cause avec les autres qui ont décidé de rester, chacun a un projet. Le fait de durer ici, il a une idée, il veut faire un mouvement entre là-bas et ici, et qui peut être profitable pour tout le monde. Donc, je ne sais pas s'il y a un programme comme ça. Voilà, juste une simple curiosité. OK. Je dirais que nous, on ne couvre pas cet aspect-là, mais le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international couvre ça via les consulats canadiens. Dans les consulats canadiens, il y a des délégués commerciaux puis qui, justement, visent à tenter de faire des liens entre
les gens d'affaires du pays comme le Mali avec le Canada. Donc, je vous dirais, bon, il y a des délégués commerciaux qui sont au Québec, donc qui parcourent le Québec, donc vous pourriez rencontrer, donc au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. Et il y en a dans les consulats canadiens, comme au Mali, certainement que le consulat canadien a des délégués commerciaux qui visent à faire les liens d'affaires entre les deux pays. Donc, c'est la première voie que je vous dirais d'attaquer. Bon, il y a l'ACDI, mais l'ACDI a grandement resserré son rôle, donc ils ont moins de budget puis de marge de manœuvre qu'ils en ont déjà eu. Donc, je pense que le ministère des Affaires étrangères est le meilleur canal pour vous. Merci. Est-ce que ça répond bien à votre question? Merci. Ça va. Merci. Oui, Olivier, vous voulez prendre la parole? Oui. Le Saguenay, c'est une belle région. En fait, moi, j'en suis tombé amoureux. Pour la simple raison que lorsque vous regardez la superficie du Saguenay, je vous donne juste une idée là. La superficie du Saguenay, ça représente à peu près 3 fois, je veux dire, ça représente à peu près la superficie de la France. Mais vous savez, on est ici au Saguenay, 250 000 habitants, mais en France, on parle d'environ 60 millions d'habitants. Il y a un marché à réaliser ici. Je veux intervenir par rapport, n'est-ce pas, à l'idée de monsieur qui consiste, n'est-ce pas, aux échanges internationaux. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Et puis, moi, personnellement, je m'enligne dans ce sens. Ici, on possède des expertises énormes. L'Afrique, notamment le Cameroun d'où je viens, on a besoin, par exemple, au niveau de la machinerie, le Québec possède une expertise essentielle au niveau de la machinerie qu'on est capable d'exporter au niveau de l'Afrique. Mais il y a un retour sur investissement par rapport à ça. Ce n'est pas juste un chemin aller, il y a aussi un chemin retour par rapport à ça. L'expérience consiste, n'est-ce pas, à permettre aux Québécois, n'est-ce pas, d'aller en Afrique, de vivre cette expérience et puis de revenir. Très souvent, ceux qui vont en Afrique, là, lorsqu'ils reviennent, ils reviennent avec des connaissances qu'ils sont capables de partager avec d'autres personnes. Voilà notre moyen, selon moi, qui permet, n'est-ce pas, de mieux se comprendre et puis de partager le mieux vivre au Saguenay ensemble. Merci. Je pense que vous aurez eu le mot de la fin, Aurélien. Oui, brièvement, monsieur. Juste rajouter qu'il y a un organisme au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui s'appelle le CERDEX, donc S-E-R-D-E-X, dont la mission est de promouvoir les exportations, donc d'accompagner les entreprises d'ici qui veulent exporter. Et ils ont déjà organisé des missions en Afrique de l'Ouest. Puis des gens qui ont participé, des entrepreneurs qui ont participé à ces missions-là sont devenus des clients de Développement économique Canada. Donc, c'est peut-être une autre porte d'entrée qui est très locale, très facile d'accès. Puis c'est une équipe formidable qui pourrait probablement vous guider puis vous donner des conseils additionnels à ceux que je vous ai donnés. Merci beaucoup, oui. Par rapport à ça, 2 secondes. Juste vous dire que CERDEX, en fait, on travaille, nous, avec eux, sont très ouverts aux personnes immigrantes, donc ça vaut la peine de tenter le coup. Merci. De toute façon, écoutez, la table ronde se termine, mais la soirée continue. Donc, si vous voulez poser des questions de façon privée avec un ou une de nos panélistes, des questions plus précises, je pense qu'ils, pour la plupart, vont être encore disponibles pour discuter avec vous. Donc, disons que l'exercice formel se termine, mais ça se poursuit de façon informelle. Je vous remercie tous et toutes pour votre participation, vraiment, et ainsi que vous, cher public. Et l'événement, vous avez remarqué la présence de caméras, l'événement sera diffusé dans les prochaines semaines sur MaTV. La meilleure façon d'en savoir plus à ce sujet, c'est d'aller sur le site matv.ca. Donc, merci à tous pour votre participation. Merci.